Merci à vous toutes et tous de nous rejoindre ici pour le début de cette longue séquence qui s'annonce par contre riche et passionnante autour des créateurs de contenu et des journalistes. Quel croisement, quel défi, quel impact, quelle spécificité. On va pouvoir traiter pas mal de sujets dans l'heure et 45 minutes qui nous suivent après déjà ces quelques jours des assises de journalisme ici à Tours pour cette 18e édition. Et en parlant de 18 ans, YouTube a fêté cette année ses 20 ans. Encore tout jeune, on pourrait dire, mais son impact sur les habitudes de consommation ainsi que sur la création et encore le traitement de l'information est vraiment considérable. Et si vous venez aussi de nous rejoindre de l'Agora sur les plateformes, nous aurons l'occasion de prolonger peut-être certains points ou certaines discussions autour de la place des plateformes dans le journalisme et encore ici dans la création de contenu qu'on va regarder cet après-midi. Et vous avez certainement vu le vaste panel d'experts juste avant. Et en parlant de panel d'experts, j'ai vraiment l'honneur d'accueillir tout un panel d'experts cet après-midi à l'occasion de prolonger ces discussions. Dans un premier temps, on a Gaspard G. Et Stéphanie Perez qui me rejoignent. Et ici, se leur rend tout juste devant. On a Hervé Brussini, Justine Rist, Agnès Varra, Amiens et Charles Villa qui vont nous rejoindre après. Pour la deuxième partie de cette séquence, moi, je suis Jamie Smith-Maillet, je suis journaliste, pigiste franco-britannique, notamment pour la BBC au Royaume-Uni, et enseignant ici à l'EPJT, l'École publique de journalisme de Tours, et en information et communication à l'IUT de Tours. Et j'ai vraiment l'honneur, mais aussi la lourde tâche d'animer cette séquence. Pour présenter les deux personnes ici, qui n'ont pas forcément besoin de présentation, mais malgré tout, on va, oui, si, disent quand même un petit peu, ça dépend. Ça dépend pour qui et pour vous en tant que public, avec ces personnalités sur toute la séquence de cet après-midi. Gaspard G, vous êtes YouTuber sur la chaîne qui porte votre nom, Gaspard G, suivi par plus d'1,2 million d'abonnés sur la plateforme et plus de 100 000 followers sur Instagram. Vous commencez à poster des vidéos en ligne en fait à l'âge de 10 ans. Mais aujourd'hui, ça bascule notamment en traitant une centaine de vidéos, en traitant de sujets divers et variés. Et les formats, généralement de 20 à 40 minutes, rencontrent un grand succès, notamment avec la série La véritable histoire 2, dont l'épisode sur Ben Laden a dépassé les 6 millions de vues. Vous avez interviewé de nombreuses personnalités politiques de tous bords, Jordan Bardella, Manon Aubry, Raphaël Glucksmann et Valérie Hayer, lors des élections européennes en 2024, et aussi encore le président de la République. Cette même année, vous figurez aussi dans le classement Forbes 30 Under 30 France. Et enfin, depuis l'année dernière, vous êtes également chroniqueur sur France Inter du lundi au jeudi à 6h45 dans Le Monde selon Gaspard G. Stéphanie Perez, vous êtes grand reporter pour France Télévisions avec plus de 30 ans d'expérience sur le terrain et à l'international. Diplômé à l'IUT de Bordeaux-Montaigne, vous rejoignez France Télévisions en 1995 et depuis vous avez couvert de nombreux événements internationaux, notamment des conflits majeurs en Irak, Syrie, Ukraine et ainsi que plusieurs missions en Iran. D'ailleurs, vous nous rejoignez tout juste après une période de reportage en Syrie. La semaine dernière et juste avant, à la suite de la chute du régime de Bachar al-Assad, avec encore l'actualité qui touche encore cette région. Et votre travail a été maintes fois récompensé, prix Bayeux en 2018, lauréat du prix Patrick Bourrat dans la catégorie Grand Reporter en 2021. Et vous avez même le temps d'être aussi autrice de 2 romans et vous étiez là tout à l'heure cet après-midi pour signer. Et ceux qui veulent encore une signature éventuellement de Stéphanie Perez cet après-midi auront peut-être encore l'occasion juste après. Voilà donc pour les introductions. Maintenant aux discussions autour de ce sujet de créateurs de contenu et ou de journalistes. Gaspard, pour commencer avec vous. Vous avez commencé à publier à l'âge de 10 ans, mais bon, 10 ans, c'était quand même autre chose. Vous m'aviez dit, c'est pas forcément le format d'aujourd'hui.
C'était toujours un rêve de publier sur YouTube ou encore éventuellement sur les réseaux. Qu'est-ce qui vous a attiré un petit peu à la plateforme tout au début? Bonjour Jamie, bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. C'est une première en plus pour moi aux Assises du journalisme et une première à Tours, donc c'est une double première fois. Je me permets juste de corriger un tout petit truc, de fact-checker. Oui, important. C'est que je n'ai pas eu Jordan Bardella en entretien. Voilà, ça me permet... Et tout à fait. Je l'ai écrit et je l'ai même vu dans le teaser qu'on va voir tout à l'heure. Une tentative d'interview avec Jordan Bardella, mais voilà, on peut en parler tout à l'heure. Je me permets d'être Merci. Mais non, parce que surtout, la déontologie nous est tellement... c'est tellement une question qui est centrale aujourd'hui de notre travail, et surtout en tant que nouveaux acteurs de l'information, que je voulais pas perdre l'occasion Vous avez raison de corriger. de cette petite coquille. Pour vous répondre, Jamie, c'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube à l'âge de 10 ans, vous l'avez dit. Et en fait, moi aujourd'hui j'ai 27 ans. Quand YouTube a 18 ans, en fait, à 20 ans aujourd'hui, en fait, va avoir 20 ans cette année. C'est l'anniversaire. Ça va vite. En ce moment. Et donc, YouTube, c'était une plateforme qui était tout juste émergente. Et donc, j'ai commencé à faire des vidéos parce que c'était un peu le moyen d'expression d'une génération, d'une nouvelle manière de faire. Je pense qu'il y avait les fanzines à une époque. Nous, c'était plutôt de créer des chaînes YouTube thématiques aussi. La mienne parlait de Minecraft, qui est un jeu vidéo. J'avais les intérêts du petit garçon que j'étais. Puis ensuite, adolescent, j'ai continué d'essayer de produire des vidéos. J'étais un peu un bidouilleur sur Internet. Et en fait, naturellement, cette carte d'identité numérique quasiment qui est devenue ma chaîne YouTube et ce portfolio n'a cessé d'évoluer avec mes intérêts. Et aujourd'hui, du coup, je travaille avec 6 personnes à temps plein à travers une société de production éditoriale qui est 100% indépendante. Et on essaye de produire des vidéos du magazine, même pour être technique, de 30 à 45, 50 minutes autour des grands enjeux de société. On n'essaye pas nécessairement de faire de l'actu chaude, on essaye de plutôt s'inscrire dans une volonté de slow journalism, de journalisme lent, ce terme qui est un peu en train de réapparaître aux États-Unis et dont on s'inspire, parce que dans un monde où la surcharge informationnelle, parfois même le chaos informationnel c'est tel qu'il est décrit aujourd'hui dans de nombreuses études quand on interroge la jeunesse et de manière générale les citoyens français, je trouvais ça chouette de pouvoir essayer de produire des reportages, du magazine, des entretiens sur le temps long, sur des sujets qui sont finis. Et pour parler justement, voilà, on a parlé de format là, et vous avez parlé à un moment donné d'une certaine liberté sur YouTube, sur le format. Dans un premier temps, parler un peu plus loin sur ce sujet-là, et aussi sur la consommation. Vous avez été attiré aussi par YouTube, peut-être par le fait que vous et votre génération consommez davantage, on va avoir des chiffres aussi tout à l'heure sur ce changement, davantage cette plateforme et les vidéos sur cette plateforme. Effectivement, il y a une rupture d'usage majeure en matière de consommation de l'information et du divertissement à travers pas simplement une génération, parce que pendant longtemps on a dit « Ok, les jeunes n'allument plus la télévision et la radio ». C'est vrai, mais c'est aussi les générations aînées qui progressivement ont déserté ces moyens, ces canaux traditionnels d'information. Et aujourd'hui, la chaîne est suivie à 75% par des 18-35 ans. Et le canot, la tranche d'âge la plus suivie ensuite, qui suit le plus la chaîne, c'est 35-45. 45-55 et ensuite 13-17, parce qu'en fait à 13-17 ans on s'intéresse pas forcément à des longs reportages, à des interviews sur le temps long de politique ou sociétale. Et oui, en fait, il y a la manière dont j'identifie, c'est que pendant longtemps, ce qu'on a appelé et désolé, je déteste les anglicismes en bon franco-québécois, mais en tant qu'anglophone, ça peut passer des fois, mais bon, je sais, on protège la langue française. Mais je n'ai pas le terme les gens qui sont nés sur le digital, et encore digital, c'est un très mauvais anglicisme, mais les digital natives, il y a pendant longtemps, et en fait, ils ont été des ados. Ceux qui sont nés avec un smartphone dans les mains, ou en tout cas avec un ordinateur, une connexion Internet, et ces plateformes que sont YouTube, Instagram & Co. Mais aujourd'hui, les digital natives, ils ont grandi. Et 10-15 ans après, sont devenus des citoyens, ils votent, ils ont un travail, et donc ils ont besoin de s'informer. Et pour autant, ils n'ont pas nécessairement rallumé la télévision linéaire ou la radio linéaire, qui sont des médias qui restent des médias dominants aujourd'hui dans le paysage médiatique français. Mais de fait, ils avaient besoin d'une offre numérique,
sur les plateformes sociales, sur YouTube, pour pouvoir avoir accès à de l'information. Et c'est ce que j'essaye de faire. Mais il y a aujourd'hui tout un mouvement. Il y a Charles Villa qui fait d'excellents reportages que vous aurez l'occasion, je crois, d'interviewer juste après. Hugo Décrypte qui fait un travail formidable aussi de couverture plus chaude, avec des résumés d'actualité. C'est le premier JT aujourd'hui des moins de 30 ans en France, Hugo Décrypte. Jean Massier qui a un super talk show sur la politique, et j'en passe. Et donc on voit une offre médiatique qui s'est renouvelée à travers ces nouveaux usages. Ces formats, ces usages et la consommation notamment. Stéphanie Pérez, vous rejoignez France Télévisions dans les années 90, et c'est vrai, on voit cette ère digitale arriver un peu après, et puis encore on parle davantage des réseaux sociaux, notamment depuis les années 2010, et puis les appareils, le téléphone qui fait basculer tout. Racontez un petit peu dans les années 90 comment des choses ont un peu changé en tant que reporter et grand reporter de cette époque-là. Donc bonjour à tous. Ce qui a changé, c'est le temps, c'est l'immédiateté de l'information. Moi, à l'époque où j'ai commencé, donc 1995, on travaillait avec des cassettes. Donc pour envoyer nos reportages, il fallait trouver un point de diffusion. Donc souvent c'était une télévision locale. Donc on perdait beaucoup de temps à trouver l'endroit, parce qu'en plus on n'avait pas les GPS. Donc on avait les cartes. Donc on passait beaucoup. Le temps d'envoi était extrêmement long. Donc l'information n'était pas aussi immédiate que maintenant. Moi maintenant quand je pars en Ukraine ou quand j'étais en Syrie à la chute de Bachar el-Assad, quasiment 1 heure après qu'on ait pu tourner, on peut envoyer grâce... alors nous on appelle ça le TVU Pack, c'est des boîtiers avec des clés 4G. On peut envoyer l'information quasiment en temps réel. Donc ce que moi je vois peut être diffusé dans la demi-heure en France. Ce changement-là, il est phénoménal. Et c'était aussi le nombre d'acteurs à ce moment-là aussi, parce qu'en termes de pluralité, en termes de complexité aujourd'hui des médias, ce qui existe, l'offre aujourd'hui est bien plus importante. L'offre est bien plus importante, donc c'est aussi du coup assez dangereux entre guillemets, c'est-à-dire que nous on doit faire attention à justement éviter la précipitation parce que on peut envoyer vite, parce que il y a beaucoup de médias sur place et que on veut être le premier à sortir l'information. Mais l'immédiateté n'est pas forcément la meilleure chose quand vous traitez d'une information à chaud, parce que on n'a pas forcément le temps de vérifier, parce que il faut pas, le risque de donner une fausse information est réel si on n'a plus le temps de réfléchir, si on envoie tout de suite l'information sans forcément procéder aux vérifications nécessaires, parce qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain et parce que il y a cette concurrence qui s'est mise en place. Cette concurrence, et oui, on en parlait un petit peu de fact-checking et de l'information, et à l'ère d'aujourd'hui, ces termes se sont démocratisés presque, on pourrait dire. Pour parler un petit peu plus, vous venez de revenir de la Syrie tout récemment, et vous avez couvert de nombreux de terrains de scènes de conflit au fil de votre carrière. Vous pouvez raconter un petit peu ce que c'est être sur place pendant ces moments, et comment vous travaillez un petit peu au quotidien comme grand reporter, et quel est aussi, dans un deuxième temps, votre contact avec la rédaction en France pendant ces moments? Alors quand on part, je parle pour France Télévisions, nous quand on part déjà c'est sur la base du volontariat. Une mission en Ukraine, c'était 3 semaines de reportage pendant les 2 premières années. Là maintenant on passe peut-être à 15 jours. Ces temps-ci parce qu'il y a une petite usure des équipes et puis malheureusement on s'y est habitué à cette guerre, donc c'est plus difficile de trouver des angles, de renouveler les angles, même si en ce moment c'est peut-être en train de se précipiter. Donc quand on part, généralement, au tout début du conflit, on est parti, on ne savait pas du tout ce qu'on allait faire, on a vraiment fait ce qu'on appelle nous du news, donc on se laisse porter par les événements, on est en contact permanent avec la rédaction, on propose des reportages, on propose de passer une nuit dans un sous-sol avec des civils, une journée sur la ligne de front avec des soldats, et la rédaction prend ou ne prend pas. Enfin, on va discuter. C'est vraiment...
il faut bien se mettre dans l'idée que c'est un échange permanent, en fait. Hein. C'est pas du tout. On reçoit pas d'ordre de faire des reportages. J'ai le droit de proposer des histoires. C'est vraiment, tout se fait beaucoup dans le dialogue en permanence. Et on est en contact avec la rédaction, bien sûr, pour tout ce qui est question de sécurité. C'est-à-dire que quand vous partez dans un secteur qui peut être à risque, je pense à la ligne de front, par exemple. Avant de partir, on communique les informations sur l'endroit où on va. On signale quand on sort de la zone. On est suivi on a un tracker, un GPS avec nous, ce qui permet à la rédaction de suivre nos mouvements. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un problème, la rédaction sait normalement où on est pour pouvoir réagir si besoin. Et ça est devenu encore plus compliqué ces dernières années, on pourrait dire, sur ces scènes du terrain à l'étranger. Et le journaliste aussi, qui est davantage cible parfois. Ah oui, c'est sûr que sur ce conflit ukrainien, on a vu des journalistes, des hôtels où étaient basés les journalistes ciblés délibérément. C'est arrivé à une de nos consoeurs à France Télévisions. L'hôtel où elle se trouvait avec des organisations humanitaires a délibérément été ciblé par les forces russes parce qu'il y a une volonté de faire peur. Il y a une volonté d'empêcher la presse de faire son travail. Donc c'est sûr que le journaliste, contrairement à une certaine époque, est vraiment devenu une cible comme une autre. Ouais. Gaspard, ça peint un petit peu l'image de votre travail comme grand reporter. Merci. Gaspard, pour revenir vers vous, beaucoup de votre travail aussi est dans un petit peu la catégorie 6, qu'on pourrait appeler en anglais les explainer videos. Il y a un aspect presque pédagogique aussi dans les formats les plus regardés, le véritable Histoire 2. Qu'est-ce qui pour vous fait un petit peu le succès de ce format ? Vous l'avez dit, il y a une vraie volonté de faire de la pédagogie et de rappeler l'essentiel. Je pense que pendant longtemps, certains peut-être médias traditionnels ont pris peut-être trop pour acquis certaines choses. Je pense par exemple, je sais pas, le monde est tellement complexe et les situations géopolitiques sont tellement changeantes que dans la volonté de s'adresser d'abord à un public jeune, on s'est dit qu'il faut rappeler plein de fondamentaux et faire un travail, en fait, comme si on avait un lycée en face de nous et essayer de faire ce travail-là. Et cette pédagogie, en fait, elle a plu pas simplement à des jeunes, mais aussi à des moins jeunes qui se sont dit, mais en fait, c'est vrai que on m'avait jamais expliqué ce sujet-là sous cet angle, on m'avait jamais rappelé les fondamentaux. Donc ça, c'est vrai que ça nous semble assez important. Je pense qu'après le format dont vous venez de parler, Jamie, marche et plaît sur YouTube parce que c'est un format en fait qui est hyper... c'est un format déjà qui existe en télévision depuis des années. Moi, je n'ai absolument rien inventé. J'ai converti, si on veut, Un jour un destin de Laurent Delahousse, mais sur YouTube. Et avant Delahousse, il y avait... j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un de la SCAM qui fait partie de nos hôtes aujourd'hui, qui m'expliquait que, en fait, avant Delahousse et avant YouTube, il y avait eu plein d'autres storytellers ou explainers, désolé pour les anglicismes à rallonge, mais des narrateurs ou des explicateurs, c'est un peu barbare comme dit comme ça, mais qui avaient fait ce travail-là à la télévision. Et à côté de ça, il y avait aussi des formats très populaires. Je pense à Squeezie, qui est le premier youtubeur format long en France, ou le second youtubeur en France, ou Seb Lafrite, qui se fait appeler Seb désormais, qui faisait des formats, lui, sur l'histoire de rappeurs ou de personnalités de la musique. Et Squeezie, lui, faisait des vidéos plutôt sur des faits insolites. Et donc, il racontait ce truc-là face caméra, pendant 30 minutes, et en général, ça faisait des millions de vues. Je me suis dit, mais c'est super, en fait, on pourrait reprendre ce format, reprendre cette grammaire et ces codes pour expliquer des choses en travaillant avec des journalistes qui vont écrire des vidéos, fact-checker sérieusement, pour pouvoir passer de l'information. Donc c'est comment on reprend les codes et la grammaire YouTube au service d'une information de qualité. Oui, c'est assez intéressant, c'est ce croisement, vous dites, un petit peu entre un format qui existe et existait déjà, et pour vous qui est retransféré vers la plateforme avec une certaine nouveauté.
On va voir, pour ceux qui ne connaissent pas forcément Gaspard G, on a 2 extraits maintenant juste pour vous montrer, pour vous mettre un petit peu dans son monde qu'on va regarder, notamment autour des élections européennes en 2024. Le teaser où on va voir d'ailleurs qu'il n'interviewe pas Jordan Bardella. Et dans un deuxième temps, vous êtes allé aux États-Unis et dans un meeting, l'intitulé de cette vidéo. C'était les faiseurs de rois. Merci. Voilà. Et il y a eu donc en fait, on utilise toujours un titre de documentaire qui est différent du titre YouTube. On adapte aussi les titres YouTube, mais le titre de documentaire, c'est les faiseurs de rois. C'était pour parler de ces électeurs démocrates, républicains et surtout les indécis au moment de la campagne présidentielle américaine. On va regarder normalement ces 2 extraits. Voilà. Salut, c'est Gaspard G. À l'occasion des élections européennes qui auront lieu le 9 juin prochain, j'ai décidé de rencontrer avec mon équipe toutes les têtes de liste des partis politiques crédités à plus de 5% dans les sondages. Valérie Ayé pour Renaissance. Exactement, c'est la première fois. Raphaël Glucksmann pour l'Alliance Place Publique Parti Socialiste. On m'a dit que j'avais entre 5 et 10 secondes pour répondre. Manon Bry pour la France Insoumise. Fais du Waterloo ? Ouais. Ah ouais ? Ah, je savais pas. D'où le... Ah mince. François-Xavier Bellamy pour les Républicains. C'est bon, merci beaucoup. J'ai déjà abusé de ma dose quotidienne de café. Marie Toussaint pour les écologistes. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Enchanté. Et Marion Maréchal pour Reconquête. Perchiste, il faut avoir des bras là pendant 1h30. Ça se passait. Vous remarquerez qu'il en manque un, Jordan Bardella du Rassemblement National, qui n'a malheureusement pas donné suite. Et ça fait plusieurs semaines, voilà, donc je me permets de vous recontacter. Dommage. Mais enfin, ça ne nous a pas empêché de créer cette série d'entretiens décomposée en 5 vidéos thématiques. Ces thèmes, c'est vous qui les avez choisis et jugés comme prioritaires si vous me suivez sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram. Dans cette vidéo, j'ai posé 9 questions aux 6 candidats, leur permettant ainsi de se positionner et de confronter leur point de vue. Et ce premier épisode est consacré à l'écologie. C'est parti. Ça y est, je viens d'arriver au meeting de Donald Trump ici à Butler. Il y a un monde de dingue. On attend notamment Elon Musk et J.D. Vance. J.D. Vance est le colistier de Donald Trump. Et ils devraient tous les 3 prendre la parole ici. Leur venue est extrêmement attendue. Tout à l'heure, on a vu Donald Trump passer avec son jet au-dessus du rallye. Les militants trumpistes sont remontés à bloc. Ça promet d'être une drôle d'expérience. Voilà, pour ces 2 extraits de... Vous pouvez applaudir. De Gaspard G. Les élections européennes, vous êtes dit aussi vous-même que vous voulez absolument interviewer les leaders politiques de ces partis de tous bords. Pourquoi, pour vous, ça a resté important et peut-être une valeur dans ce que vous faisiez en termes de travail d'actualité sur YouTube? Donc là, ce qu'on a vu, c'est le teaser, c'est le tout début, les 35 premières secondes de chaque épisode. On a décidé pour les élections européennes, ah oui, du coup, je me permets de dire, le teaser est un peu léger, etc., pour donner un petit peu envie. Ensuite, c'est des questions de fond. Il y a 9 questions de fond par thématique. Par ailleurs, on a décidé de faire cette couverture avec deux variables qui me semblent importantes de souligner. La première, c'est qu'effectivement, on a décidé d'accueillir les 6 têtes de liste les plus plébiscitées dans les sondages. Les sondages sont imparfaits. Et surtout, il y avait 38 têtes de liste en fait en 2024 à l'occasion des élections européennes. Effectivement, on aurait pu recevoir Equinox, le PCF et plein d'autres en fait têtes de liste de partis. On l'a pas fait par manque de moyens parce qu'en fait ça coûte beaucoup d'argent et on reçoit pas un copec d'argent public, on met pas d'annonceurs avant ces publicités, etc. Et donc du coup c'est un peu financé par ma petite épargne. Et donc le but c'était de pouvoir essayer de donner des grandes clés de lecture aux jeunes électeurs qui me suivent ou peut-être aux moins jeunes aussi sur des thématiques européennes qui ont été co-choisies avec l'audience pendant un live. On a quasiment construit le conducteur des interviews ensemble, les thématiques qui leur semblaient importantes. Et on a décidé, d'inviter les extrêmes, ce qui m'a été un peu reproché, pour être honnête. À ça, c'est important pour moi de rappeler que je ne suis pas certain que j'aurais invité le Rassemblement National, en tout cas le Front National, en 1980, quand Jean-Marie Le Pen était à 0,5% dans les sondages. Là, j'ai décidé d'inviter Jordan Bardella. Bon, c'est lui qui a décidé de ne pas venir. Et Marion Maréchal. Pourquoi ? Parce que, en fait, là, ces derniers, aujourd'hui, Jordan Bardella, c'était le premier candidat chez les jeunes. Donc, ne pas l'inviter, c'était aussi ne pas pouvoir débunker, ne pas pouvoir... et moi, ma crainte aujourd'hui, c'est que je vois un paysage médiatico-politique de plus en plus polarisé, où mes potes de gauche regardent des médias exclusivement de gauche, mes potes de droite regardent exclusivement des médias de droite, et j'essaye...
moi, j'aimerais bien, en tout cas, essayer de pouvoir recréer un petit peu de lien, en tout cas, recréer un territoire médiatique où on peut justement entendre ce que des personnalités de gauche ou de droite ont à dire. Et Jordan Bardella, malheureusement, il a fait que des médias d'extrême droite à l'occasion des élections européennes sur le numérique, puisqu'effectivement, il a fait le service public. Et la seconde chose, très brièvement, c'est que on a pris la décision de faire des vidéos par thématique avec le même temps de parole par candidat, alors que certains confrères ont décidé plutôt de faire une vidéo par candidat. Le problème de faire une vidéo par candidat, c'est que, surtout à l'occasion des européennes, les candidats très médiatiques, comme Jordan Bardella ou Manon Aubry, vont en général faire 1 million, 1,5 million de vues. Et Marie Toussaint ou Valérie Ayé, qui étaient des candidates un peu moins connues du grand public, bah là, ça aurait probablement fait 75 000 vues, 100 000 vues, etc. Donc dans le cadre de cet exercice démocratique, même si on n'est pas contrôlé par l'Arcom, on essaye aussi de trouver des moyens pour pouvoir faire vivre sainement ce débat-là. Et pour vous, ça, c'est pour répondre à une demande, à un besoin du public, en fait. C'est ça qui a drivé ce choix. Il faut qu'on arrête avec les anglicismes, pardon. Il faut de créer moteur sur le... Merci. Non, ça veut rien dire. Mais oui, je crois que c'est ça, en fait. Aujourd'hui, la plupart des moins de 30 ans, ils s'informent par le numérique. Et donc, je trouve ça sain qu'il y ait des programmes 100% sur YouTube qui puissent être traités de ces sujets d'actualité de politique. En termes de statut en soi, et vous dites vous-même, vous n'êtes pas pourtant journaliste. Après, votre travail en soi peut être considéré journalistique. Et vous collaborez aujourd'hui, vous avez des journalistes qui travaillent pour vous en tant que pigiste. Plus nettement et plus clairement, où est le lien un petit peu pour vous? Où est-ce que ces deux, j'ai pas envie de dire monde, mais où est-ce que ces deux éléments de création et traitement de l'information se croisent? Ou est-ce qu'il y a des lignes un peu? Ben, là où ils se croisent, c'est qu'on essaye de respecter à un truc près, et on y reviendra, la charte de Munich, parce qu'en fait l'union des métiers. Pardon, excuse-moi. Non, de Munich. Pardon, excuse-moi. Peut-être c'est moi qui ai non, la charte de Munich qui fait foi en fait, qui est un des symboles aujourd'hui pour définir ce qui peut être considéré comme journaliste ou pas. Maintenant. Moi, mon rêve, c'est pas nécessairement d'être journaliste. Mon rêve, c'est de faire le métier tel que je le fais aujourd'hui. Je le fais avec une liberté de dingue, avec un plaisir fou, avec aussi, j'espère, un maximum de justesse, avec les valeurs que sont les miennes et celles de mon équipe. On travaille avec des journalistes qui continuent de collaborer parfois et très souvent avec d'autres rédactions, Mediapart, Télérama, Le Monde, Libération et autres. Et voilà. Et maintenant, effectivement, ce qui diffère, c'est que je me finance à travers des intégrations que j'offre aux annonceurs d'1 minute, donc de 60 secondes, au sein de mes vidéos. Pourquoi ? Parce que, en fait, aujourd'hui, on va dire, 2 manières principales de pouvoir se financer. La première, c'est les petites publicités qu'il y a avant les vidéos qui sont directement générées par la plateforme. Ça, tous les journalistes ou créateurs de contenu qui font de l'information indépendants ont ce genre de choses. Soit, je pouvais le faire aussi à travers... justement ces propositions d'intégration qui sont un modèle de financement, un business model, désolé encore pour l'anglicisme, mais qui permet à Squeezie ou à d'autres de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros, voire centaines de milliers d'euros par intégration, ce qui permet de financer, de créer des jobs et de pouvoir faire en sorte de financer cette création de contenu-là. Tout à fait. Le modèle économique, effectivement, merci, parce qu'on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus tout à l'heure, mais c'est une vraie question pour les créateurs de contenu. Et vous êtes d'ailleurs, depuis peu, il me semble, secrétaire général. C'est l'union des métiers, des influenceurs et des créateurs de contenu qui travaillent sur ces questionnements, sur ces questions de statut. Et je vais juste revenir vers Stéphanie avant de peut-être revenir sur ce sujet. Le monde à la fois réseaux sociaux et des plateformes a aussi fait réfléchir le monde des dits médias traditionnels, ou legacy media en anglais. Qu'est-ce que ça a pu impacter en quelque sorte en termes de production, et est-ce que les médias traditionnels sont plus contraints à peut-être publier sur les réseaux aujourd'hui ou revoir eux-mêmes un petit peu leur format, ce qui est certainement est déjà le cas. Non, mais clairement, c'est vrai que la montée de ces formats-là nous a fait réfléchir. Pendant très longtemps, c'est vrai que nous, par exemple, à France Télévisions, les sujets, on les trouvait pas très très bien quand vous tapiez dans les moteurs de recherche, nos sujets, on les trouvait pas.
Donc il y a un vrai travail, il y a une vraie réflexion qui est toujours en cours pour une meilleure accessibilité de nos reportages sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai travail pour justement que les reportages puissent être regardés à la demande et pas forcément seulement au moment du journal de 20h, qu'on puisse les regarder à l'unité entre guillemets. Parce qu'on a bien conscience qu'un reportage n'a pas qu'une seule vie dans le journal de 20h, que maintenant il a une autre vie sur les réseaux sociaux. Donc c'est sûr que ces formats-là nous ont poussés à réfléchir. Et puis moi je vois bien, moi j'ai un garçon qui a 18 ans, donc qui ne regarde pas le journal de 20h du tout, ni aucun autre journal, et qui regarde Squeezie, qui regarde Gaspard. Voilà, c'est comme ça que les jeunes s'informent. Donc nous aussi, on a été obligés de revoir notre façon de penser pour que nos reportages soient vus aussi par cette catégorie de la population, parce que contrairement au site comme le tien, pour le coup, c'est vrai qu'à France Télévisions, on a les moyens de faire des reportages. On a les moyens d'aller là où les autres ne vont pas, parce que ça coûte très cher un reportage. Il faut payer les traducteurs, les chauffeurs, c'est beaucoup d'argent, mais ça nous permet de faire ce devoir on fait notre devoir d'informer et on va là où les autres ne vont pas. Et l'objectif, c'est que ces reportages, cette information, elle soit donnée au maximum de personnes possible. Donc c'est vrai que pour ça, on doit être présent sur les réseaux sociaux pour que nos reportages soient aussi visibles par un spectre beaucoup plus large. Et je précise quand même que la télé n'est pas complètement morte, parce que lundi soir à 20h30 sur France 2, on a fait une page sur la Syrie de 20 minutes avec des reportages et des chroniques en plateau, et on a fait 4 millions de spectateurs. Donc ça va, je crois qu'on a encore un peu d'avenir, et quand on fournit du contenu et du décryptage, les gens sont au rendez-vous. Donc voilà, moi j'estime qu'avec que la télé et les réseaux sociaux, en fait on est très complémentaires et on doit travailler ensemble. C'est pas incompatible, on n'est pas concurrents, on peut tout à fait travailler ensemble. Et effectivement, à nous de nous adapter, parce que moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas du tout ces formats-là, et à nous de nous adapter tout en conservant notre savoir-faire et l'expérience qu'on a accumulée depuis des années. La question qui se pose des fois et ils s'interrogent, c'est que si les choses ont bougé assez vite déjà pour en être là, ou si une sorte de réaction à ce monde qui a déjà été fait depuis plus de 10 ans, etc. Mais bon, on n'a pas les réponses. Et je suis conscient du temps parce que on parle et on est face à beaucoup de gens dans la salle qui auront certainement des questions pour Stéphanie Pérez ou Gaspard. Donc j'aimerais bien passer, sinon on a d'autres questions ici, mais dans la salle, s'il n'y a jamais des questions, oui, il y a juste une question par là. Je pense que, oui, moi je vais faire celui qui descend dans la salle avec le micro, et je vais venir vers vous. Une question ici et une question ici. Bonjour. Alors, on parle beaucoup des fake news propagées par certains influenceurs, et du coup, ça pourrait créer une différence entre les influenceurs qui font de l'information et les influenceurs qui font plus quelque chose autre chose. Est-ce que pour vous, il devrait y avoir une sorte de permis d'informer ? Au-delà de la carte de presse, est-ce qu'on devrait définir les gens qui ont le droit d'informer les autres ? C'est une très très bonne question. Merci de la poser. Moi, à côté de mon métier de créateur de contenu, j'ai la chance depuis juillet 2023 d'être secrétaire général de l'UMIC, qui est un nom un peu barbare, un sigle un peu barbare, mais c'est l'union des métiers des créateurs de contenu et de l'influence. Et vous avez tout à fait raison de le souligner. En fait, aujourd'hui, en 2025, et depuis déjà une bonne dizaine d'années, tout le monde peut devenir émetteur d'informations, ce qui ne veut pas dire que ce soit nécessairement une bonne chose. Il y a un travail titanesque à faire. Déjà, un travail de labellisation, vous l'avez dit. Ça peut être de la part des plateformes, mais qui sont de plus en plus responsables, quand même, il faut le souligner, depuis quelques années, pour pouvoir faire ce travail justement de signalement en cas de fake news ou alors de contenu deepfake, donc ces images qui sont générées par intelligence artificielle qui visent à désinformer certains publics. Et il y a ce travail de labellisation, il y a le travail d'éducation auprès des créateurs de contenu, ça, on s'en charge. On est en train et ça fait déjà plus d'un an qu'une charte déontologique existe auprès des adhérents, donc l'UMIC qui est ce syndicat. Et je pense, l'exemple le plus notable, c'est le créateur de contenu un peu numéro 1 en France encore, c'est Squeezie, qui avait fait une vidéo sur les pyramides. Donc le type est très très connu quand même, il faut prendre le poids de son audience. Il a 10-15 millions d'abonnés à l'époque, aujourd'hui il en a quasiment 20 millions, et il prend la parole et
il y a deux, trois trucs un peu bancals en fait dans sa vidéo. Et aujourd'hui, Squeezie, par exemple, il travaille avec des journalistes dont c'est le métier, parce qu'il a réalisé à quel point il avait une forme de responsabilité, mais il faut bien prendre conscience aussi, pas pour défendre faire l'avocat de l'accusé, mais il est à l'époque à la fin de l'adolescence, un jeune adulte qui prend conscience en fait du pouvoir extraordinaire qui lui est confié et d'information. Et donc il y a un travail à faire auprès des créateurs. Et le dernier travail aussi à faire, c'est peut-être aussi de nous donner les moyens, nous en tant que nouveaux émetteurs d'informations, de faire notre métier correctement. Et peut-être qu'on pourrait réfléchir à trouver un peu d'argent public pour pouvoir essayer de financer ces nouveaux médias. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple, qui a 14 millions d'abonnés, tout confondu sur les réseaux sociaux, qui touche 0 € d'argent public, là où des magazines qui ont un lectorat de 20 000 abonnés touchent parfois plus d'1 million d'euros d'aide publique par an. Et je crois que ce travail-là doit être mené, mais ça va prendre un petit peu de temps et il faut le faire avec dialogue. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Stéphanie, parce que vous avez dit qu'on ne s'opposait pas, et ça c'est très important, on ne s'oppose pas effectivement, c'est une offre qui est complémentaire. Hugo, moi, d'autres, on passe maintenant à la télévision ou à la radio et inversement. Il y a des journalistes qui vont sur le web. J'ai la chance d'accompagner Claire Chazal depuis 1 an, qui fait des podcasts aujourd'hui sur YouTube. Élise Lucet est arrivée sur YouTube aussi. D'autres arrivent également. Donc en fait, c'est des passerelles géantes qui communiquent. Et vous qui passez aussi sur France Inter, comme on a dit tout à l'heure, donc c'est des deux côtés. Et donc ces questions de label. Certains, peut-être auprès du monde du journalisme, vont parler de la carte de presse, d'autres vont dire mais on n'a pas forcément toujours besoin d'une carte de presse pour être journaliste, ce qui est le cas, ça peut aider, c'est une reconnaissance. Stéphanie, un mot peut-être sur une idée de label ou autre, si vous voulez? Moi, j'aime pas l'idée de label, parce que j'aime bien l'idée que finalement la réflexion, elle doit aussi venir de ceux qui regardent. On sait on sait les comptes qu'on consulte. Moi, je préfère que les gens réfléchissent d'eux-mêmes et éventuellement fassent le tri d'eux-mêmes quand ils voient que certaines informations sont erronées ou détournées, plutôt que d'imposer cette espèce de caste de journalistes avec ceux qui ont vraiment la carte de presse et puis les autres qui n'ont pas le droit. Je préfère, moi je pense que c'est plutôt une question d'éducation justement du public et notamment de la jeune génération. C'est sur ces questions-là qu'on doit plutôt travailler, à mon sens. Et ou de régulation qui rentre là-dedans? De régulation, oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on a le problème, on est dans un monde où maintenant, finalement, la vérité est une opinion comme une autre. Donc, il y a un énorme travail à faire là-dessus. Il y a un contrôle à avoir, mais de là à distribuer des bons points ou pas, non, je pense pas. Je pense pas que ça passe par là, en fait. Et quand on parle de l'éducation, on sait qu'on a suivi de près l'EMI ici aux Assises. Aujourd'hui, demain, je passe encore le micro ici. Une question pour Stéphanie Pérez. Vous disiez que les codes des réseaux sociaux et d'Internet, ils avaient un peu eu un impact sur votre façon de travailler. Est-ce que vous auriez un exemple concret sur un reportage télé, par exemple ? Non, je ne disais pas forcément que ça avait un impact sur notre façon de travailler, mais ça avait un impact sur notre réflexion. Sur l'exposition de nos reportages, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, si vous allumiez pas la télé à 20h, vous ne voyiez pas nos reportages, alors qu'il peut y avoir justement des grands formats, des reportages de 5-6 minutes d'excellente qualité dans des endroits du monde où personne ne va ailleurs, sauf que si vous avez raté le journal, vous le voyez pas. Et ça, pour le coup, c'est vrai qu'on a peut-être été un peu long au démarrage, justement, à comprendre qu'il fallait vraiment travailler sur toute la mise en ligne, sur toute cette vie, cette autre vie qu'on peut apporter au reportage, parce que maintenant, c'est vrai que nos reportages, ils sont mis en ligne, ils sont retweetés, repartagés. Et c'est vraiment, enfin, moi, maintenant, quand je faisais un reportage, je pensais pas forcément à le retweeter, par exemple. Là, maintenant, c'est quasiment systématique, parce que je sais que j'ai une autre audience sur un autre support. Et ça, effectivement, c'est une autre réflexion qu'on a eue au fur et à mesure, qu'on a mis du temps à avoir, mais maintenant qui est devenu un réflexe. Mais c'est encore un travail qu'on continue de faire, parce qu'on continue de l'améliorer. Et maintenant, on a
On a des services qui travaillent à la mise en ligne de nos contenus, justement, avec des formats plus courts, qui sont conformes aux réseaux sociaux. Mais voilà, on est encore maintenant dans ce travail-là. On a peut-être pris un peu de retard, mais on est vraiment en pleine réflexion, et on sait que c'est et ça marche très très bien. On sait qu'il y a des milliers de vues, des millions de vues. Donc il y a une vraie demande, et c'est aussi notre mission de service public maintenant de travailler sur ces supports-là et de ne pas se contenter des supports traditionnels. Et qui revient à ces questions de... Je suis là. revient à ces questions de complémentarité. Il y a une autre question ici dans la salle. Oui, c'est une question pour Gaspard. On a tous compris qu'il y a un problème avec les propriétaires de réseaux. Comment est-ce que vous vivez, vous et les autres, avec le fait que, et ça va finir par poser un problème, ça en pose déjà sur Twitter et d'autres, ça pourrait en poser sur YouTube. Comment vous allez faire demain si c'est le cas? Est-ce que, je sais pas, vous allez créer des réseaux vous-même? Donc en fait, sans YouTube, objectivement, c'est compliqué pour vous. Et s'il y a un problème demain avec YouTube, comment fait-on? Oui, merci de poser la question. C'est effectivement la question de... Contrairement aux médias d'hier et encore d'aujourd'hui, les médias dits traditionnels, nous ne sommes pas diffuseurs ou propriétaires des canaux de diffusion. C'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, de manière plus large, ça devrait nous poser une question de souveraineté numérique en tant que Français, puisque nous ne sommes pas aujourd'hui... nous sommes... dépendant de manière, en quelque sorte, à part avec Dailymotion, mais qui appartient à Vincent Bolloré, donc est-ce que c'est forcément mieux? Je suis pas sûr. Mais nous sommes dépendants de réseaux, de plateformes qui sont soit américains ou soit chinois pour TikTok. Je pense que le débat est en cours. Il y a des initiatives qui sont en train d'être menées pour essayer de faire attention justement à cette nouvelle forme de pression politique qui existe. Le débat est très ouvert. En ce qui me concerne, chez YouTube, qui est mon premier diffuseur, je trouve qu'il y a un vrai travail de la part de la plateforme pour garder quand même un vrai dialogue. Pour le moment, on est quand même relativement préservé de toute la folie nord-américaine qui se passe actuellement. J'avoue que je suis content de ne pas être ni sur TikTok, ni sur Facebook, ni sur Instagram en première plateforme, et encore moins sur X, parce que effectivement, je me poserais des questions sur ma manière de faire mon boulot, mais... Le meilleur conseil que je peux donner à des émetteurs d'informations, c'est effectivement multiplier les canaux de distribution par lesquels vous distribuez vos contenus, parce que nous sommes producteurs. Moi, je me sens... On dit youtubeur parce que au moins on comprend tout de suite où est-ce qu'on me retrouve, mais en fait je me sens plus producteur de contenu d'information que youtubeur. Et ensuite, il se trouve que la plateforme que j'ai choisie pour la diffuser majoritairement, c'est YouTube. Donc voilà, essayer de multiplier les canaux les canaux de diffusion. Et la deuxième chose, effectivement, ça peut être intéressant de se poser la question de temps en temps, comment est-ce qu'on peut peut-être essayer, nous aussi, de retrouver un petit peu de... Il y a des initiatives qui existent, mais je pense que c'est une volonté qui nous dépasse complètement et qui est quasiment une volonté politique européenne de comment est-ce que demain on crée un GAFAM européen. Je n'aurai pas toutes les clés de réponse, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très conscientisé dans notre travail. L'avantage qui fait le lien exactement à la suite, c'est que sur la question des plateformes, notamment ce que fait YouTube, c'est que Justine Rist, directrice générale de YouTube France, va prendre la parole juste après, en parler un petit peu de la place de YouTube. On est arrivé à la fin de ces 45 minutes. J'ai envie de vous remercier. Merci pour ce temps d'échange. À Gaspard G, Stéphanie Perez.